Salut à tous, on est mardi et c'est l'heure de Roue Libre, l'émission vélo de la First Team. Et cette semaine, c'est une émission particulière. Il y a 2 semaines, on s'est posé la question, est-ce que Julien Alaphilippe peut tout gagner cette saison? Eh bien, il a donné un début de réponse. Vous aviez été 10 000 à regarder cette vidéo et ça y est, il a donné un début de réponse. Il a gagné Milan-San Remo et voilà, il devient monumental. On va en parler dans le focus tout à l'heure. On fera un débat sur Arkea et sur Vital Concept qui... Voilà, vous découvrez Paul. Bon voilà, je finis quand même d'annoncer mon programme. Arkea et Vital Concept. Arkea a gagné son invitation pour le Tour de France. Comment vas-tu, Polo? Poilu aujourd'hui. Ouais, on retourne sur les courses d'une semaine espagnole. Du coup, j'ai voulu me mettre dans le thème. Tour de Catalogne, bientôt le Tour du Pays Basque. Petite tête de taureau aujourd'hui pour régaler la famille. Tu t'attaques à du lourd aujourd'hui, oui, là, Robin. Je remettrai ça pour le quiz. Ça va, Robin? Très bien, Moi, tu sais, ça fait une semaine, j'ai mis en fond sonore chez moi dans mon salon la vidéo du quiz de la semaine dernière. Donc ça me met de bonne humeur en permanence, ça va nickel. Le programme du jour, il est particulièrement excitant. Et on commence par les news parce qu'on va parler Tour de Catalogne et Grand Prix de Denain. On commence l'émission avec le Tour de Catalogne qui a commencé hier avec la victoire de Thomas de Rennes. Voilà, à chaque fois il part, à chaque fois il fait le coup, à chaque fois on l'oublie. Il a gagné avec 2,48 d'avance. Il est parti avec un groupe d'échappés. Il a accéléré dans l'ascension d'El Muntanya et il a lâché Alexis Goujard et Luis Angel Maté à 60 km de l'arrivée. Plus personne ne l'a revu. Il a gagné avec 2,46 d'avance sur le peloton. Enfin, voilà, il refait à chaque fois le coup, Paul. Là. Ouais, sur le Tour de Catalogne. Bon, déjà, je vais garder, pendant qu'on parle du Tour de Catalogne, je vais garder cette perruque hyper sympa. Pour revenir sur Thomas de Rennes, ouais, c'est le spécialiste de ce genre de victoire, le spécialiste de ce genre d'effort. Et surtout, j'ai l'impression qu'il commence à devenir le spécialiste de ce Tour de Catalogne, qui lui si bien. On se souvient l'année dernière sa victoire devant Pinot et Yates. Que dire de plus? Il n'y a rien de surprenant à ça, c'est exactement ce que je viens de dire. On sait qu'il va performer à ce moment-là de la compétition, sur ce genre d'étape et sur ce genre de profil. Donc rien d'illogique. C'est quoi? J'ai même pas grand-chose à dire là-dessus. Quand je vois grand-chose à dire là-dessus, toi, quand je vois ce top 10, il n'y a rien à dire en fait. Ça paraît logique. Comme tu as dit, Joseph, c'est une de Ghent en fait. Ouais. Il sait faire ça. C'est sûrement le meilleur coureur du monde pour partir dans des échappées et les mener à bien. Parce que la première étape de Catalogne qui arrive régulièrement de la même façon au sprint. Alors là, le parcours avait un petit peu évolué cette année. On était allé un peu dans les terres pour chercher quelques bosses. Mais ça restait une étape qui était censée être promise aux sprinters. Et il n'y a que de Ghent dans ces conditions-là pour réussir à changer le scénario et à mettre un bazar pas possible. Ouais, cette image-là, j'ai l'impression de tout le temps la voir. Thomas de Rennes tout seul, tranquille, partout en Europe et dans le monde entier. Ça, le pire, c'est tout seul pendant et voilà, il est bien, voilà, c'est un solitaire. En tout cas, il possède une belle avance au classement général. Mais les favoris de ce Tour de Catalogne, que vous allez découvrir sur un tableau qu'on a concocté dans la colonne de gauche, voilà, ils ont estimé apparemment que les 2 étapes de montagne qui sont prévues vont suffire pour aller le chercher. Est-ce que selon vous, ça va être possible d'aller le chercher ou tout simplement, est-ce que c'est un danger aujourd'hui? Je pense que alors. Et il y a de quoi faire pour rattraper le temps. Mais je suis pas sûr qu'ils avaient prévu de lui laisser autant non plus. Quasiment 3 minutes pour Bernal à 2,57. Donc Bernal, un des favoris. Je suis pas sûr qu'il avait prévu de démarrer avec autant de retard sur un gars comme Thomas de Ghent. Alors ok, il est plus tout jeune, il a plus ses qualités de grimpeur d'antan. Mais on se rappelle qu'il a quand même fait un podium sur le Giro, qu'il avait gagné une étape au Stelvio. Il a grimpé dans sa carrière. Il a sûrement plus tout à fait ces qualités-là. Mais sur une course où il se retrouve avec le maillot de leader et avec autant d'avance, il peut peut-être faire un exploit. Paul, il y a un plateau de qualité encore sur le Tour de Catalogne. Oui, voilà, ce plateau de qualité. Enfin, en fait, je me faisais la réflexion à la fois, il manque personne, je crois. J'avais noté un nom, je ne sais plus lequel, Geraint Thomas. Il manque Geraint Thomas, mais pas là. Peut-être Dumoulin, mais regarde le reste, quoi. C'est fou. Ouais, il y a nos 2 leaders français. Tu as les meilleurs Colombiens. Primoz Roglic aussi, je crois. Tu as Froome et Bernal. Ah, il manque Roglic aussi. Ouais, Roglic, il va aller sur le Pays Basque. Mais tu as du Valverde, champion du monde, Enric Mas. Ça va être intéressant de voir Enric Mas après le Tour de l'Algarve, pardon. Et puis, non, tu parlais de Thomas de Rennes. S'il pouvait garder sa première place, ce sera trop dur, je pense. L'arrivée à Valter 2000, c'est à plus de 2000 mètres d'altitude. Après, non, pas forcément, oui, c'est vrai. Pour la première place, tu passes 2 fois la Molina pour l'étape 4. Ce sera trop dur pour De Rennes. Mais on ne veut pas lui en vouloir. C'est pas là qu'on l'attend. Mais ce sera très intéressant de voir la bagarre entre les gros leaders. Ça, pour le coup. On passe au Grand Prix de Denain qui avait lieu dimanche. J'enlève ma casquette alors.
qui avait lieu dimanche. Pour ceux qui ne connaissent pas, alors c'est une course, voilà, là, elle est 198 km à côté de Valenciennes, voilà, à la frontière belge, avec 20 km de secteur pavé. Et normalement, ça se court le jeudi après Paris-Roubaix, mais ça a un peu bougé dans le calendrier. Et désormais, c'est un peu plus tôt. Et c'est Mathieu Van Der Poel qui a gagné avec 3 secondes d'avance sur le peloton. Et Marc Sarrault qui a réglé le sprint devant Timothy Dupont. Paul, qu'est-ce que tu as pensé de cette course ? J'ai été impressionné par Mathieu Van Der Poel, surtout quand on sait qu'il avait chuté au Nokere juste il y a quoi, 3-4 jours avant, je sais. 3 jours avant, ouais. 3-4 jours. C'est assez fou de voir la facilité. Le mec sort d'une saison de cyclocross plutôt bien garnie. Il chute 3 jours avant et sur les pavés, il a bonne gamelle en plus. Hein. Ouais. Quelque chose de bien. Oui, on a eu peur qu'il soit pété la clavicule ou un truc comme ça. Et on a même peur pour ces classiques flandriennes. Mais non, très impressionnant. Et puis la facilité qu'il a eu sur les pavés à décrocher tout le monde de sa roue, à décrocher l'échappée matinale qu'il avait repris et à repartir direct dans la foulée pour finir en solitaire. C'est impressionnant. Moi, c'est un coureur que je connais pas parce que je regarde pas énormément le cyclocross. Je vous l'avoue, je regarde les grandes lignes et le voir comme ça évoluer sur une course en ligne, ça m'impressionne à l'image de ce qu'a fait Wout van Aert et sur l'Estrade Bianche et sur Milan-San Remo. Franchement, je suis bluffé. Tu le vois faire quelque chose, Robin, sur le Tour des Flandres, par exemple? Il a le profil en tout cas, et si on doit en choisir une qui lui correspond parfaitement, ce serait le Tour des Flandres. Alors après, pour cette année, ça sera un peu juste parce qu'il n'a pas encore l'expérience nécessaire, il n'a pas encore, je pense, le coffre pour une course comme le Tour des Flandres. Voilà, le cyclocross, c'est, mais au-delà même de l'équipe, le cyclocross, c'est 1 heure d'effort. Alors c'est très intense, mais c'est 1 heure. Et là, sur le Tour des Flandres, on est plus proche des 7 heures. Donc ça n'a rien à voir. Mais comme tu le dis, Paul, on a envie de le voir de plus en plus sur la route parce qu'un cyclocross, il est sans concurrence aujourd'hui. Donc j'espère que prochainement, on aura l'occasion de le voir se focaliser uniquement sur la route. Parce que même si ça vient petit à petit, tu le dis, il a encore fait un hiver quasiment complet. Et j'aimerais bien le voir sans ça parce que finalement, ça risque de l'handicaper à un moment. Puis j'avais cru lire une interview de Raymond Poulidor où il disait que la route reste quand même pas son grand-père principal. Ouais, alors son grand-père exactement. Et que lui, il visait les JO de VTT. Donc à voir ce que ça donne pour la suite. Mais bon, s'il commence à performer aussi bien sur la route, ça va peut-être le remettre en question. C'était la deuxième étape de la Coupe de France, ce Grand Prix de Denain, sachant que la première avait été gagnée par Anthony Turgis sur le Grand Prix de la Marseillaise. Voilà. Par contre, la mauvaise nouvelle sur cette course-là, c'était la chute de Johan Ofredo qui nous a fait très peur. Là, il a chuté dans un secteur pavé. Alors ça, c'était le tweet qu'on a fait au moment de la chute. Il serait touché. On pensait qu'il était sérieusement touché au cervical. Et son équipe a dit qu'il était conscient. Et la Voix du Nord a dit qu'il avait été héliporté à l'hôpital. Voilà. Il y a cette photo-là qui nous a fait très peur. Maintenant, on a eu de bonnes nouvelles. Déjà, Johan Ofredo lui-même a communiqué via son équipe en remerciant tout le monde du soutien. Et alors, il est tétraplégique provisoire. Alors, le mot fait peur, mais il a eu un espèce de mutisme. Apparemment, il n'arrivait plus à réagir ni au son ou à l'image. Et apparemment, ça revient et ça va revenir petit à petit. On n'a évidemment pas du tout encore de date de retour. La Wati Group Gobert, son équipe, a communiqué en disant... La quoi La Wati Group Gobert. La Wati B. Non, la Wati G. Et les diverses radios et RM de l'hôpital de Lille n'ont finalement révélé aucune anomalie. Le choc à la moelle épinière a cependant provoqué une tétraplégie provisoire et un mutisme qui s'atténue progressivement depuis la lourde chute. L'évolution est jusqu'à présent positive du nom du médecin de la Wanty que je vous laisse. J'ai lu le nom du médecin ce matin, je me suis dit, je vais jamais la tenter dans l'émission. Tu l'attentes ou pas? Non, je l'attente pas, mais c'était une sacrée mauvaise nouvelle pour Johan Ofredo, qui est un coureur, je pense, qui a une cote de sympathie assez élevée auprès du public français, qu'on aime bien, et que, bon, alors même ça change rien, mais ça fait jamais plaisir de voir une image comme ça, mais en plus, quand c'est Johan Ofredo, ça nous a fait très peur, et je suis content que les dernières nouvelles soient plutôt rassurantes, même si tout n'est pas encore parfait, c'était un peu moins inquiétant que juste après la chute. Il y a un chat noir quand même qui le poursuit, Johan Ofredo, depuis le début de sa carrière. Il aurait pu être un très très bon coureur de classique. Il l'a été, pour moi, dans les années 2010-2011, c'est avec Chavanel le meilleur coureur et un coureur qui se montre sur les belles classiques flandriennes. Après, c'était plus compliqué. Il y a eu ces histoires de no-show, il y a eu cette bagarre où il a été, selon moi, suspendu très très sévèrement comparé à d'autres. Un no-show, après, ça reste un no-show, c'est comme dans tous les sports. Hein. Si tu n'y es pas, tu
tu es suspendu, la règle elle est comme ça. Non, oui, bien sûr. Mais c'était un peu un exemple fait pour nous. Oui, ça, après c'est des histoires de règlement. Il y a aussi cette histoire de bagarre avec un automobiliste. Il s'est fait bien casser la gueule dans la vallée de Chevreuse. Mais après, moi je me souviens, je préférais tempérer aussi là-dessus. J'avais lu aussi une interview d'un automobiliste qui disait que Johan Alfredo n'était pas tout blanc. Donc après, à voir, on ne sait pas, mais clairement, il y a une espèce de, comme tu l'as dit, un chat noir qui le poursuit jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, on lui souhaite un très bon rétablissement. Les nouvelles sont rassurantes et Dieu merci parce que c'est quand même, comme tu l'as dit, un coureur qu'on adore tous et depuis longtemps. Voilà, on va passer à une nouvelle bien plus réjouissante parce que c'est l'heure du focus et de la victoire de Julien Alaphilippe. « 2018 avait été synonyme de libération. 2019 est synonyme de changement de dimension pour Julien Alaphilippe. Le Français de la Deceuninck a gagné Milan-San Remo, son premier monument, en réglant le sprint, un sprint de très très haut niveau. On voit le top 10, on va en parler après des coureurs présents dans ce top 10. Robin, vous en avez fait un article évidemment sur Chronique du vélo. Tout à fait, c'est Alexis Middlemoney qui s'en est chargé et qui écrivait dans un palmarès: il y a des victoires qui laisseront un souvenir impérissable. Julien Alaphilippe avait déjà connu ça sur la Flèche Wallonne, mais ce n'est pas faire offense à nos amis belges que de placer la Classicissima dans une galaxie supérieure, et c'est tout à fait ça. Tu parles de monument, que c'est son premier, ça le place dans une nouvelle dimension aujourd'hui. Lundi, il était le numéro 1 mondial au classement UCI, ça faisait des années que c'était pas arrivé pour un coureur français, et donc avec Julien Alaphilippe, ça y est, on a le monstre que le cyclisme français attendait depuis des années. Et en plus, tactiquement, est-ce qu'on peut parler de course parfaite en fait ? Je pense qu'on peut largement parler de course parfaite. Et moi, j'avais noté 4 points différents dans la tactique de Julien Alaphilippe samedi sur Milan-San Remo. Ça démarre à l'approche du Poggio. Il voulait être dans les 5 premiers au pied. Au moment où ça tourne, sur la droite, il voulait être dans les 5 premiers coureurs parce que c'est très étroit. Il l'avait demandé à son équipe et il le dit en interview après la course. Il voulait pas être 6e, pas 7. Il fallait être dans les 5. Il a été placé comme il fallait. Ensuite, il y a cette attaque dans le Poggio, il sait qu'il est fort. Alors, il n'est pas le premier à y aller, puisque c'est Alberto Bettiol qui attaque en premier, mais il est le premier des favoris. Il se découvre en premier. C'est Bettiol ou Clark qui attaque ? C'est Bettiol, en fait. On a cru que c'était Clark, mais c'est Bettiol. Et donc, il est le premier à se montrer. À ce moment-là, il prend l'ascendant déjà pour moi sur tous les autres, parce qu'il montre qu'on l'attend, qu'il assume, et qu'en plus, il est plus fort que tout le monde. Ensuite, il y a dans la descente, et après la descente du Poggio, cette attaque de Mohoric, où il le sent, il sait que s'il le laisse partir, c'est terminé. Il va dans la roue et il bouche le trou tout de suite. Et ensuite, il y a le moment du sprint où, au départ, il est dans la roue de Sagan. Mohoric lance. Et là encore, il ne fait pas l'erreur de se concentrer sur Sagan ou même sur un Valverde qui étaient les gros noms de ce groupe et qui pouvaient accaparer trop son attention. Il comprend qu'à ce moment-là, il faut aussi suivre Mohoric. Finalement, il le fait. Ensuite, il lance son sprint au bon moment. Et après, il est très fort pour terminer. Mais tactiquement, il n'a fait aucune erreur. Et même plus que ça, il a fait les bons choix à un moment où ce n'était pas évident de le faire. Et je vais même rajouter un truc à cette tactique, c'est au pied du Poggio, enfin pas au pied d'ailleurs, peut-être 200, 300, 400 mètres un peu plus loin, de dire à Philippe Gilbert, à Zdeněk Stybar, de visser à mort pour l'envoyer sur orbite. Et je pense que c'est ça qui a fait aussi une belle différence, au moins pour isoler le groupe de coureurs qu'on a vu et le groupe de coureurs avec qui il est arrivé. Il a assumé en fait, il a couru comme le patron, comme celui avec la pancarte dont on parlait la semaine dernière. Il a assumé cette pancarte, il ne l'a pas fait à la Sagan, comme Sagan peut faire notamment sur Milan-San Remo, avec son lot d'hésitation et de mauvais choix qu'on peut connaître. Il a assumé, il avait la pancarte, il a assumé, il a attaqué dans le Poggio. Les gens derrière ont suivi comme ils pouvaient. Et félicitations à lui, parce que comme tu l'as dit, il n'y a pas une seule erreur sur le tableau noir. En plus, depuis 2017, il y a eu beaucoup de reproches qui lui ont été faits sur ses fins de course qui étaient peut-être mal gérées. Et dans sa déclaration, il dit « J'ai appris beaucoup de mes erreurs du passé qui m'ont fait perdre des courses. J'avais mal dans le Poggio, mais j'avais aussi la rage au cœur. Je n'avais encore jamais gagné un monument. C'est une grande ligne dans ma carrière. Gagner Milan-San Remo, c'est phénoménal. » Voilà, on sent que c'est un Julien Alaphilippe qui a appris de ses erreurs, comme il le dit. Il avait besoin de ça, d'apprendre, de se rater sur des courses. On se rappelle qu'il se révèle en 2015 sur les Ardennaises. Il a 23 ans, peut-être même 22. Il n'avait peut-être pas fêté son anniversaire. Je veux dire, il était super jeune. Aujourd'hui, il a 26 ans. Son premier monument arrive à 26 ans. Il n'y a rien d'illogique. Malgré toutes les promesses qu'on voyait, c'est normal qu'il ait dû attendre un petit peu. Et aujourd'hui, il a enclenché la machine, ça y est. Mais c'était logique de passer par des échecs. On prend l'exemple de Peter Sagan souvent. Lui aussi a connu des échecs sur des monuments et il continue de le connaître sur Milan-San Remo. Mais sur Julien Alaphilippe, il faut vraiment se rendre compte, comme tu dis, de la place de numéro 1 qu'il a chez Quick-Step. Quand vous avez un garçon comme Philippe Gilbert dans le Poggio qui peut gagner Milan-San Remo et qui ne l'a jamais gagné, qui vient vous dire « Julien, qu'est-ce qu'on fait ?»
Je trouve ça juste incroyable qu'un mec comme Gilbert, alors qu'il pourrait lui tout faire péter, vienne dire à Julien qu'est-ce qu'on fait pour te faire gagner. Et puis aussi le caractère de Julien Philippe qui n'hésite pas une seule seconde à dire à Gilbert, champion du monde, multiple vainqueur de classiques et de monuments, de lui dire maintenant tu vas rouler à fond pendant 100 mètres, 200, 300 mètres et tu vas te mettre à la planche pour moi parce que moi après je vais aller gagner. Il faut l'assumer. Gilbert, il le disait dans une belle interview à la fin là, sur la chaîne L'équipe et il le disait non, moi je me suis mis à 100% pour lui, j'avais confiance en lui, il était un peu nerveux au début de la course mais on n'avait aucun doute sur le fait qu'il allait réussir et qu'il allait assumer son statut et c'est pour ça qu'il l'a fait, c'est pour ça que Stibar qui est dans une excellente forme depuis le début de saison, l'a fait aussi. Et en soi, c'est là qu'on peut dire que c'est là que le statut de Julien Philippe a vraiment changé. Au-delà de l'image mondiale qu'on a de lui, c'est au sein de sa propre équipe, au sein des meilleurs coureurs du monde, qu'il a vraiment changé de stature, je trouve. Et on voit là derrière Joseph la photo avec Elia Viviani qui passe la ligne. C'est pareil, ça montre. On a beaucoup parlé d'Elia Viviani, qui est italien, qui rêve de Milan-San Remo, qui en cas d'arrivée au sprint était l'un des grands favoris. Et vous en aviez même fait un article sur Chronique du vélo que vous pouvez aller lire. Il en a envie vraiment de cette course-là, Elia Viviani. C'est ça. Et chez Quick-Step, chez Deceuninck Quick-Step, on avait un peu ces deux stratégies possibles. Et finalement, dès qu'on est arrivé dans le Poggio, il n'y a plus eu débat. On aurait pu monter doucement pour permettre à Viviani de rester le plus possible dans le peloton, de se refaire dans la descente. On sait que c'est un très bon pistard et il serait sûrement revenu et il aurait peut-être pu disputer le sprint. Mais non, tout de suite, on a misé sur Julien Alaphilippe parce que chez Quick-Step, maintenant, c'est clair. Elia Viviani était pas très bien au top, au début du Poggio et c'est pour ça que c'est remonté aux oreillettes et qu'Alaphilippe a dit tout de suite à ses coéquipiers de rouler parce qu'il a eu l'info aussi que Viviani n'était pas dans un les grand pourcentages les plus durs étaient pas encore là. Ils auraient pu se permettre d'attendre. Finalement, ça a été très vite pour trancher. Ils l'ont pas fait. Et là aussi, c'est bravo à la Deceuninck aussi d'avoir réagi aussi vite et d'avoir pris en main la course comme ils savent le faire. Finalement, on peut pas être vraiment surpris. Mais encore fallait-il le faire et ils l'ont fait de manière parfaite avec Stibar, Gilbert et Alaphilippe qu'on régalait pendant toute la montée du Poggio. Et il rejoint, pour dire historiquement où se trouve Julien Alaphilippe, il rejoint un certain nombre de Français, de grands noms dans le palmarès de Milan-San Remo. Dernièrement, il y avait évidemment Arnaud Démare. Je connais pas. Il y avait Arnaud Démare, il y a eu du Laurent Jalabert. Voilà, on le découvre. Et d'autres qui sont plus ou moins connus aujourd'hui. Alors, Lucien Petit-Breton, des Eugène Christophe, Louison Bobet. 107. Laurent Fignon, Marc Gomez, et donc Julien Alaphilippe, Raymond Poulidor, on en parlait tout à l'heure avec son petit-fils Van Der Poel. Julien Alaphilippe, aujourd'hui, il rentre dans cette grande dimension, et quand on dit qu'il est monumental, qu'il rentre dans une grande dimension, on voit les noms avec qui il est. Sur les autres monuments. Et voilà, pourquoi pas. Il doit maudire le nouveau parcours de Liège-Bastogne-Liège parce qu'avec l'ancien parcours et l'arrivée à Anse, c'était quasiment du tout cuit pour lui. Voilà, là, il aurait, je pense, cette année été complètement intouchable. Finalement, ça va être un peu plus corsé cette année, mais il y a de grandes chances quand même qu'il soit. Clairement, Liège, on le souvient, son duel face à Valverde, je ne sais plus en quelle année c'était, où il finit 2 à un boyau. C'est 2015, la première année. On se souvient de l'année dernière où si Bob Jungels n'est pas devant, il se serait trimballé derrière. Ouais, j'ai quand même hâte de voir ce que ça va donner cette année sur Liège, mais je pense que maintenant, ça doit être son objectif de la saison. Quel que soit ce qu'il fera sur le Tour de France, etc., ça m'intéresse pas. Je veux qu'il aille chercher T'as changé un petit peu d'avis T'as changé un petit peu d'avis. Je me rappelle qu'il y a 2 semaines, tu parlais un peu du Tour de France. Je disais que j'avais peur que ses objectifs soient trop étalés sur la saison, ce qui est vrai. Moi, de mon point de vue à moi, j'aimerais qu'il se concentre vraiment sur le Liège-Bastogne-Liège, maintenant qu'il a gagné Milan-San Remo, et après on verra peut-être plus tard, dans un débat qu'on ne va pas faire, s'il peut faire des belles choses sur un grand tour, mais je ne pense pas. Et on va quand même parler et dire un mot des autres coureurs, et notamment d'Oliver Nassen qui finit 2. Voilà, il n'est pas loin, Oliver Nassen, mais il commence peut-être à rentrer dans une autre dimension. Et c'est ça, et ça date pour moi du printemps d'il y a 2 ans, où sur les Flandriennes, il avait été déjà très 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 costaud. Il y avait 4 hommes à l'époque qui s'étaient détachés. On avait Sagan, on avait Van Avermaet, Terpstra. Et je crois que cette année-là, on n'avait pas Terpstra, pas au top non plus. C'était 2017. On avait Gilbert qui gagne le Tour des Flandres, et on avait Nassen. Et d'ailleurs, avec cette chute dans le Paterberg ou dans le Vieux-Quarmont, sur le Tour des Flandres, où Sagan, Van Avermaet et Nassen partent à la chasse de Gilbert. Et où s'accrochent avec une barrière. Exactement, la chute annihile toutes leurs chances. Mais oui, Nassen, donc il a fait un printemps 2018 pas incroyable, mais il a un potentiel pour moi exceptionnel sur les classiques pavés. Je l'attendais pas forcément sur San Remo, mais c'est de bon augure pour la suite. Il y en a qui vous ont déçu
ou pas dans cette course, Paul? Ouais, il y en a un déjà. Non, j'étais très déçu de voir Nasser Bouhanni pas en grande forme. Lâché très tôt, même dans la Cipressa. Non, pour être plus sérieux, Matteo Trentin a été catastrophique stratégiquement. Je comprends pas. C'est l'inverse de la Philippe. Bah ouais, non mais le gars est dans le bon groupe, il arrive à suivre, c'est quand même avec Sagan celui qui a la plus belle pointe de vitesse de ce dernier petit groupe qui reste. Il doit jouer sa carte au sprint, là jouer Maïn, se faire oublier, c'est pas lui qu'on attend. Il attaque à 1 kilomètre de l'arrivée. J'ai une théorie sur Matteo Trentin, c'est qu'il avait des fourmis dans les jambes, que c'est un gars qui retrouve son niveau depuis 1 an avec ce titre de champion d'Europe, et peut-être qu'en fait il avait tout simplement vraiment envie d'y aller, quoi, et qui pouvait plus, Moi, je pense que pouvait plus attendre. moi, je pense que c'est le contraire. Il s'est planté. Je pense que c'est le contraire. Non, mais il s'est planté, mais peut-être par trop d'envie et peut-être par une forme. Il a peut-être perdu l'habitude d'avoir autant de jambes, et il s'est... Pour moi, Matteo je sais Trentin, pas. c'est un sprinter. Excuse-moi, Robin. Matteo Trentin, c'est un sprinter. Ses forces principales, c'est le sprint, c'est la vitesse de pointe. Et quand tu es dans un petit groupe comme ça, tu as fait le plus dur en fait. Tu as fait le plus dur est derrière toi. Maintenant, tu n'as plus qu'à régler au sprint des gens qui sont largement à ton niveau. Et je pense que juste il a eu peur. Il a eu peur de Sagan. Et après, Matthews revenait aussi. Oui, alors ça, je sais pas, peut-être qu'il s'est dit qu'il allait revenir, que ça allait se regarder et qu'il valait mieux qu'il parte, je sais pas. Je pense qu'il y a de ça parce que, alors au moment où il l'attaque, je suis pas sûr que Matthews soit revenu, je suis pas sûr qu'il y pense, mais je pense qu'il a Sagan en tête et que même s'il va vite au sprint, on est d'accord, il a déjà gagné beaucoup d'étapes sur la Vuelta et sur d'autres courses, mais c'est pas pour moi un pur sprinter non plus. Et je pense qu'il a eu peur de Sagan, et avec aussi le fait que c'est un Italien, c'est un peu comme Viviani, il rêve de San Remo depuis toujours, et ça lui ajoute une pression supplémentaire sur cette course. J'ai plus ça aussi. Ouais. Et voilà, pour finir, un petit cocorico sur. Il y a un tweet qui m'a fait rire sur l'annexion de l'Italie du Nord par les Français, voilà, parce que on gagne tout, Milan-Turin, le Tour de Lombardie, les Strade Bianche, Milan-San Remo, c'est officiel, la France a annexé l'Italie du Nord. Surtout à la Philippe et Pinot. Bah voilà, mais il faut bien des têtes de proue. Non mais ça. La France, des Alpes aussi. Voilà, la France commence à revenir et à être de nouveau un acteur des courses d'un jour. C'est pas comment des classiques. Maintenant, depuis 2019, 2017, on est revenu. Bon, après, je dis commence parce que là, il y a un monument qui valide tout ça, quoi. Ouais, mais après, celui d'Arnaud Démare avait été, je pense, la première pierre. Ouais, un vrai événement déclencheur aussi. Après, on a les grands coureurs que sont les Pinot, Bardet et Philippe aujourd'hui. Un dernier mot sur Sagan avant de clôturer là-dessus. Pareil, tactique un peu catastrophique, manque de peut-être du stress. Je trouve sévère. Bah, c'était tactiquement, enfin. Intrinsèquement, c'est le meilleur. Quand on voit sa forme sur le podio à suivre à la Philippe sans sourciller, quand on le voit, à la sourcille là pourtant. Ouais, il est très beau sur cette photo en plus. Et moi, ce qui m'a surpris, c'est qu'il est au sprint, c'était vraiment le meilleur. Il avait fait, encore une fois, à l'image même d'un Trentin. Pour moi, il avait peut-être fait le plus dur et encore une fois, mais ensuite, il rate son sprint parce qu'il n'est pas assez fort, parce qu'il se fait enfermer. Mais tactiquement, jusqu'au sprint, il n'y a rien à dire finalement. Bah, tactiquement, quand je te dis tactiquement, le problème c'est le sprint. Le problème c'est pas regarder du bon côté, c'est je crois qu'il se focalise, je sais plus sur quel coureur il se focalise, mais il ne le regarde à pas. droite alors que ça part à gauche. Il se focalise sur un coureur à droite, je sais plus quel coureur c'est, et ça part à gauche avec Mohoric et surtout à la Philippe. Ouais, c'est encore raté, mais on en parlait. Tactiquement, c'est une erreur puisque c'est le meilleur intrinsèquement. Oui, il rate son sprint, qui gagne. On est d'accord. C'est juste pour ça que je voulais dire. C'est moins flagrant pour moi qu'un Trentin quand même. Ah oui. Et on en revient à ce dont on a parlé rapidement la semaine dernière avec Milan-San Remo et Sagan. C'est une longue histoire et je pense que lui aussi, malgré le fait qu'il soit pas italien, il a une pression particulière sur San Remo. Il n'y arrive pas. Et tu disais tout à l'heure à la Philippe à assumer dans le Poggio ce que ne fait plus Sagan. Je crois que Sagan, il ne sait plus comment faire pour réussir à gagner San Remo. Et il finit encore derrière Katowski. Je pense qu'il va. D'ailleurs, voilà, on voit ses derniers résultats sur Milan-San Remo avec notamment 2 deuxièmes places en 2013 fois qu'il fait 4e. Et 2017, 3e fois qu'il fait 4e, des 10e places, 6e places. Bref, pas du tout ce que veut Peter Sagan sur Milan-San Remo. Mais il va revenir fort. Là, il est en grande forme. Il va faire le doublé Ronde-Roubaix. Et voilà, ce qu'il a fait sur le Poggio, c'est quand même annonciateur de belles Flandriennes. Surtout qu'il était malade plutôt dans la semaine. C'est ça. Donc voilà pour MSR et le grand frisson Julien Alaphilippe. On va passer au débat et on parle des invitations DSO sur le Tour de France. C'est officiel, la Direct Energy et Arkea Samsic sont les 2 derniers invités pour le Tour de France. Pas de Vital Concept, BNB Hotel, voilà, Wanty Group Gobert, Cofidis, Direct Energy, Arkea Samsic sont les 4 détenteurs des wildcards pour le Tour de France 2019. Alors tout le monde est d'accord pour dire
à peu près, on en parlera aussi, que la Direct Energy mérite sa place. On va essayer de comprendre pourquoi. En revanche, ce n'est pas forcément le cas pour Arkea Samsic. Alors, et on commence par toi, Paul. Est-ce que, selon toi, c'est logique, pas logique? Ouais, pour moi, c'est logique. Alors, je pense que tu n'es pas d'accord avec moi. Si, c'est logique pour une seule et bonne raison. Je trouve que Christian Prudhomme l'a très bien résumé. À partir du moment où tu peux pas les départager... On a la déclaration, notamment. Oh, bah, c'est génial. À partir du moment où tu peux pas les départager sur le plan sportif, et je te laisse la prendre, Joseph. Voilà, il dit, puisque le présent ne nous donnait pas d'indication, on a fait confiance au passé. Warren Barguil pèse beaucoup dans cette décision. Son nom a représenté énormément aux yeux du public français. C'est l'un des rares coureurs à avoir enthousiasmé la France au mois de juillet. Voilà, c'est exactement ça. Et je trouve que c'est bien résumé parce que niveau sportif, tu peux pas les départager. Peut-être que tu n'es pas d'accord avec moi, mais d'un point de vue sportif, on a 3 victoires pour la Vital Concept, dont 2 sur la Tropicale à Missa Bongo, et une victoire de Cocard sur Bessèges, qui est une belle victoire, on l'enlèvera pas. De l'autre côté, tu as Arkea Samsic qui a une victoire pareille de Greipel sur la Tropicale. C'est trop maigre pour faire un choix sportif. Et dans ce cas-là, je comprends qu'on privilégie la présence d'un Warren Barguil, qui est le Français qui nous a peut-être procuré le plus d'émotions sur un Tour de France sur les 5, 6, 7 dernières années. Même moi, il m'en a plus fait procurer que Romain Bardet, par exemple. Robin? Mais moi, j'ai pas de problème avec le fait qu'Arkea soit là. Mais alors qu'on nous fasse pas croire que le sportif rentre en jeu et qu'on va attendre jusqu'au mois de mars pour décider. Parce que finalement, on a attendu jusqu'à Paris-Nice. Arkea n'a rien fait, strictement rien. Mais et on leur donne quand même l'invitation. Vital Concept non plus. Quoi, Cocard fait 2 5e places sur les J'ai pas dit ça. On est d'accord qu'il manque cette grosse victoire de Vital Concept qui te fait dire ok, on prend Vital Concept. Mais pourquoi on nous a fait croire qu'il y avait un suspense pendant des mois alors qu'il y avait rien en fait? On a pris. Regarde, il y a eu la chute de Warren Barguil. Dès qu'on a eu des nouvelles rassurantes de Warren Barguil et qu'on a compris qu'il allait rapidement reprendre et qu'il n'y avait pas de mise en danger de son Tour de France, les invitations sont tombées et c'était Arkea. Parce qu'en fait, alors Christian Prudhomme l'assume, il invite à peine Arkea, il invite surtout Warren Barguil. Il en a un peu rien à faire d'André Greipel, on n'en parle même plus. Et le reste de l'équipe, c'est comme s'ils n'existaient pas. On invite vraiment Warren Barguil. Mais Vital Concept, il y avait aussi un collectif cohérent, il y avait aussi des leaders. Alors, ok, c'est pas aussi récent que Warren Barguil, mais Pierre Rolland, il a quand même fait des sacrés trucs sur le Tour de France. Et voilà, moi, c'est ça qui me gêne en fait sur le passé. C'est en fait de regarder le passé uniquement pour Warren Barguil, alors que Pierre Rolland a plus fait, même peut-être que. Ou autant, mais je veux dire, une autre époque. On est sur une dictature du Tour de France 2017, comme s'il pouvait rien se passer d'autre qui remettent en question cette invitation d'Arkea et de Warren Barguil, alors que le Tour 2018 d'Arkea, il est catastrophique. Il n'y a aucune sanction en fait. Fortunéo a fait une année 2018 catastrophique. Voilà. Et Fortunéo d'ailleurs, depuis qu'ils sont invités sur le Tour de France, ça fait plusieurs années, ils courent encore après leur première victoire, ça fait des années, et il n'y a jamais un moment où on dit, bon bah là il y a une autre équipe qui demande, on va tourner, on va donner la chance à quelqu'un d'autre qui a aussi approuvé, qui est en train de monter un projet. On sait que le nombre d'équipes qui se créent en France, il n'est pas énorme. On sait à quel point c'est compliqué de trouver des sponsors. Jérôme Pinault trouve des sponsors, monte une équipe pendant 2 ans de suite. Il se fait prendre la place par une équipe qui ne fait rien sur le Tour de France. Il y a un côté frustrant que je comprends totalement. Et on se dit, bah, pourquoi ne pas donner la chance à cette autre équipe, même si sur le début de saison, sur les 2 mois de compétition, on est d'accord, elle n'a pas foncièrement montré qu'elle méritait davantage. Mais oui, elle a même rien montré, cette équipe. On parle de Paris-Nice. Parce que pour moi, le vrai aspect sportif, il rentrait sur ce Paris-Nice où et Vital Concept et Arkea n'ont rien fait. Le problème, c'est que Vital Concept n'a pas des décors de la trempe d'un Barguil ou même d'un Greipel. Je veux bien qu'on parle de Pierre Rolland, mais qu'est-ce que Pierre Rolland a fait sur les 2 derniers tours? Même aux côtés de Rigoberto Urán, il n'a rien fait. On parle d'Arthur Vichot. J'ai envie de te dire, Arthur qui, depuis 2 ans, on ne le voit plus. Depuis 1 an, parce qu'il y a 2 ans, il était encore champion de France. J'ai l'impression que ce coureur, mais Barguil, il a fait une année 2018 catastrophique. Oui, en fait, moi, en fait, ce qui me gêne dans la déclaration de Christian Prudhomme, je comprends qu'ils disent clairement que Barguil soit le préféré des Français. Ok, donc en fait, sur le plan de la communication, c'est mieux d'avoir un Barguil. Mais par contre, nous dire que faire confiance au passé, ça ne veut rien dire, parce qu'en fait, les formes, certes, de Rolland n'est plus la même, c'est plus l'ancien Rolland, mais la forme de Warren Barguil n'est plus du tout la même. C'est ça, et c'est pas faire confiance au passé. L'un n'est pas meilleur que l'autre aujourd'hui, c'est ça que je veux dire. Exactement, et c'est pas faire confiance au passé d'une façon globale, c'est faire confiance juste au Tour 2017. Alors oui, un maillot à poids, 2 étapes, c'est incroyable ce qu'a fait Warren Barguil sur le Tour de France. Mais
à un moment donné, on peut pas rester bloqué là-dessus et donner un totem d'immunité à l'équipe Arkea parce qu'elle a Barguil pour son équipe. L'erreur, c'est de se dire qu'ils avaient un totem d'immunité. Ils n'ont pas de totem d'immunité. Ils avaient leur chance en début de saison jusqu'à Paris-Nice. Ils n'ont rien montré du tout. Évidemment qu'Arkea partait avec une longueur d'avance parce que on le voit derrière. Ils avaient un Barguil, ils avaient un Greipel. De la part d'ASO et de la part de beaucoup d'observateurs. Ils peuvent pas dire le contraire. Sauf que si Brian Cocker claque un top 2, top 3 sur un sprint sur Paris-Nice, peut-être que ça aurait. Est-ce que c'est pas Brian Cocker au final, disons-le clairement, parce que Roland, lui, a été blessé, a abandonné le Paris-Nice. Est-ce que c'est pas Brian Cocker Brian Cocker qui clairement a coûté cette place et cette invitation? C'est peut-être dur de le penser. Est-ce que c'est pas lui, Robin, qui est fautif là-dessus? C'est Coquard et les autres, parce que si tu fais un début de saison, peu importe qui, si tu gagnes 2 étapes. En tout cas, c'est peut-être sur cet aspect-là. Il a le droit de montrer des choses aussi, Arthur Vichot, depuis 6 mois, 1 an. Il a le droit de se montrer sur des courses. Brian Coquard, il fait une année 2018 très discrète. Il a eu des difficultés à scorer depuis qu'il est chez Vital Concept. Il avait eu une fin d'épisode avec Direct Energy qui était très, très compliquée aussi. Et d'un coup, on attend qu'il gagne des étapes sur Paris-Nice. Ça fait 2 ans qu'on ne l'a pas vu capable de gagner ce genre d'étape, Brian Coquard. Donc dire qu'on attendait que Coquard gagne une étape de Paris-Nice pour inviter Vital Concept, c'était un peu hypocrite parce qu'on savait qu'elle n'allait pas arriver, cette victoire d'étape. Mais pourquoi pas? On regarde le plateau et regarde les résultats de Coquard depuis 1 an et demi. On savait très bien que ça allait être compliqué, que c'était pas comme attendre un coup de Warren Barguil. Qu'est-ce qu'on attend de la Vital Concept en fait, de montrer le maillot comme le font les autres équipes? Non, mais moi je pense qu'avec un Barguil, qui ne sera jamais le Barguil de la Sunweb, mais un Barguil qui revient en bonne forme, et déjà j'ai hâte de le voir au Tour de Catalogne, c'est pour tout le monde, pour les supporters, pour les sponsors, pour ASO, pour le Tour de France, pour la popularité du Tour de France, c'est tellement mieux de l'avoir lui que d'avoir Vital Concept. Ça, je suis 1000 fois d'accord avec toi. Barguil, aujourd'hui, en termes de popularité, parce que aussi le public français vit dans un passé très récent et se rappelle à peine des exploits de Pierre Rolland, aujourd'hui, c'est Warren Barguil. Et avec ce qu'il a fait représente malgré tout plus que ce qu'a fait Pierre Rolland sur le Tour de France. Parce que le maillot à poids est ultra populaire. Sont magnifiques et pour moi, limite aussi beaux que ceux de Warren Barguil. Mais c'était en 2011. Tout à fait, mais moi, ce que je reproche, c'est de nous avoir fait croire... en 2012 sur le Tour de France. Quoi. Oui, mais pour moi, le seul problème là-dedans, dans cette histoire d'invitation, c'est de nous avoir fait croire à un suspense, alors que tu dis, oui, il y a l'image, il y a la communication. Après, ils ont donné leur chance. Vital Concept était en position claire de manager. C'est une équipe jeune qui a postulé pour cette place sur une invitation qui, franchement, aurait même pu ne rien dire, travailler de son côté et peut-être y postuler cette année parce que dès l'année dernière, il la voulait. Est-ce qu'ils n'ont pas mis la charrue à la fin? L'année dernière, il n'y a pas de débat. L'année dernière, il n'y a pas eu. Oui, mais pas forcément pour Jérôme Pinot. Jérôme Pinot voulait l'invitation déjà pour le Tour de France l'année dernière. Parce que c'est très important pour tes sponsors et parce qu'il y a aussi un jeu de communication. Si tu fais, ils pensaient peut-être qu'en jouant la grosse déception en 2018, ça allait aider à ce que ça passe pour 2019. Mais en fait, il n'y a pas scandale qu'Arkea soit invité. Simplement, j'ai l'impression que les dés étaient pipés dès le départ. Et dans ce cas-là, il fallait donner les invitations. C'est ce qu'il dit, Jérôme Pinot. Il dit que tout est faussé. En fait. Et donc, finalement, parce que l'année prochaine, ça va être quoi? Si Barguil, en fait, peu importe ce qu'il fait, s'il est encore chez Arkea sera invité. Et c'est comme ça que ça peut se passer comme ça pendant des années. L'année prochaine, si Barguil fait la même saison que l'année dernière, là, par contre, pour le coup, pourquoi 1 an ça passerait et 2 non? Mais parce que là, on y croit encore. Et puis surtout, Barguil surfe encore sur l'énorme popularité qu'il a de ce Tour de France 2017. S'il sera 2 années de suite sur le Tour de France, ce sera pas la même chose. Mais là, pour cette année, je pense que le débat, à partir du moment où, comme on l'a dit, sportivement, il n'y a pas d'écart et que c'est le néant et chez l'un et chez l'autre, il fallait faire un choix. Et je comprends que ce soit le choix de mettre Warren Barguil sur le Tour de France. En tout cas, ce que j'aimerais, du côté Vital Concept, pour terminer là-dessus, ce que j'aime, c'est qu'ils s'inspirent de ce que fait la Direct Energy. Quand je les vois hier, c'est des acteurs sur un monument. Quand je vois Anthony Turgis attaquer, quand je vois Nicolas Bonifacio faire la descente de la Cipressa, ils sont acteurs. Enfin, ils ne sont pas Vital Concept, tu vas pas leur reprocher de ne pas avoir. Mais est-ce qu'ils l'auraient fait? Je pense qu'un Vichot dans le Poggio, il aurait pu tenter un truc, oui. Non, mais Vichot dans le Poggio, il aurait été lâché cette année. Mais je te dis pas qu'il aurait été gagné sans Remo, je te dis qu'il aurait pu se montrer. Oui, mais il aurait été avec Groenewegen et mon pauvre Nasser Bouhanni dans la Cipressa, Vichot. C'est pour ça que je veux dire. Et même on l'a vu sur le Samin, sur le Kuurne Bruxelles-Kuurne. Bon, ils ont Terpstra, mais avec l'Adrien Petit, ils ont été vraiment acteurs de ces courses. Non, mais tu compares l'effectif de la Direct Energy va chercher une belle course sur le Grand Prix de la Marseillaise. Une course où était Vital Concept, tu vois. Mais oui, mais Direct Energy existe depuis plus de 20 ans et ils ont pu bâtir un collectif et une structure on parlait de bâtir un collectif de tout à l'heure, on entendait des Pierre Rolland, du Vichot, on a du Coquard, du Manzin.
c'est encore trop, pour moi, c'est encore trop maigre, et sur le plan sportif, et sur le plan de la popularité et de l'impact que cette équipe a dans le peloton. Et je voulais dire quand même un dernier mot. Bon, bah, tu as parlé de la Direct Energy, on va pas plus en parler, qui est le grand gagnant de cette bataille à 3, parce qu'ils sont légitimes. Moi, de la Wanty, il y en a qui ont remis en cause la Wanty. Ouais, c'est pas normal d'avoir une équipe belge qui prend le pas, mais en fait, la Wanty, sur les résultats, est totalement légitime aussi. C'est ça, bah là c'est la volonté d'ASO d'inviter les 2 premières équipes du classement Continental Pro. Et de toute façon, alors cette année c'est un choix d'ASO, mais à partir de l'année prochaine ce sera dans les règlements. Donc débattre de ça, bah, pour moi il n'y a pas de raison. D'ailleurs, Jérôme Pinot a lui-même remis en question ça. Il dit, moi ma vision du cyclisme, c'est pas d'aller en Chine autour du Hainan pour aller chercher des points continentaux. Là, je trouve que sa réaction, elle est pas bonne. Cyclisme à Jérôme Pinot. Bah voilà, sa réaction, elle est pas bonne. D'abord, tu dois prouver. D'abord, tu dois prouver sur des courses, forcément qui sont proches en Europe, etc. Mais le cyclisme mondial. C'est un petit peu hypocrite. L'année dernière, Brian Cocker gagne sur le Tour de Sharjah, aux Émirats Arabes Unis, et ils étaient bien contents. Et c'était la première victoire de Vital Concept, et ils l'avaient célébré alors que c'était pas sur une épreuve très réputée. Non, ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Et alors, j'ai pas plongé, je me suis pas encore plongé très précisément dans les règlements, mais je crois que dans cette histoire de points, l'Europe Tour aura la part belle et que ce sera surtout en Europe qu'il faudra marquer les points. Donc finalement, ça va donner aussi à Vital Concept une opportunité pour l'année prochaine d'avoir sa place quoi qu'il arrive en étant dans les 2 premières équipes Continental Pro, un peu comme ça fonctionne en Italie où le vainqueur de la Coupe d'Italie est assuré d'être sur le prochain Giro. Donc il y a un côté méritant que moi j'apprécie. Et puis un dernier mot sur Wanty Groupe rapidement. Le départ du Tour de France est en Belgique, hein, et ils ont Guillaume Martin qui montrera beaucoup plus le maillot, qui fera beaucoup mieux que n'importe quel coureur de la Vital Concept l'aurait fait s'il avait été sur le Tour de France. Voilà, dites-nous dans les commentaires si vous êtes plutôt d'accord avec Paul et donc pour une sélection d'Arkea, ou avec Robin pour une sélection de Vital Concept. Quant à nous, on passe aux bonifications, les amis. On commence par toi, Robin, parce qu'on va rester un peu sur les règlements. On commençait à en parler. Et David Lapartien a donné une interview au Monde la semaine dernière dans laquelle il disait qu'il allait proposer dans certaines réunions pas mal de nouvelles réformes. Donc toi, ces réformes t'ont intéressé. Donc David Lapartien, le président de l'UCI, président français de l'UCI, qui veut monter un groupe de réflexion sur l'attractivité du cyclisme et qui veut remettre l'incertitude, le suspense en fait au cœur du vélo, et notamment du Tour de France qui est la course souvent décriée. Donc il a proposé plusieurs choses, sans les proposer encore officiellement, des idées sur lesquelles il se penche et le groupe de travail se penchera. Réduire le nombre de coureurs par équipe, notamment en 6 coureurs. Voilà, c'était une suggestion qui avait été faite aussi par Romain Bardet. Supprimer les oreillettes, supprimer les capteurs de puissance, instaurer des règles au niveau du budget. Alors ça fait beaucoup de choses. Je suis pas sûr, on en a déjà parlé un peu avec Paul, que les capteurs de puissance par exemple, les interdire soit la solution à tous les problèmes et au manque de spectacle. En revanche, je suis content que le président de l'UCI prenne ces problèmes à bras-le-corps, s'intéresse à ces questions de spectacle et de suspense, alors qu'il pourrait se contenter de dire que ça fonctionne et que l'argent rentre. Donc voilà, maintenant j'attends de voir ce qui va en ressortir et si des vraies réformes verront le jour, si des nouvelles règles verront le jour. C'est déjà le cas sur certains points. Donc j'attends de voir jusqu'à où ça ira, mais je trouve que c'est une bonne chose de se pencher là-dessus. En tout cas, il y a une proposition sur notamment les oreillettes. Tu dis, effectivement, dans l'interview, il dit possibilité de les supprimer, mais il dit, ou pourquoi pas, tout simplement, d'en faire une étude différente et voilà, de les rendre publics comme en Formule 1. Moi, je trouverais ça génial. Après, voilà. Il propose aussi d'empêcher le fait qu'on transmette des consignes par les oreillettes et qu'il y ait uniquement Radio Tour qui donne des écarts et qui prévient des dangers. Et en tout cas, on vous a demandé sur Roue Libre ce qui était le plus important pour vous. Alors, c'est super serré, mais voilà, les oreillettes, leur suppression ou leur utilisation différente, c'est le dossier qui vous intéresse le plus. Paul, tu as un truc à dire sur la... Rapidement, pour moi, il n'y a que des bonnes idées. Les équipes à 6 coureurs, ça risque d'être compliqué, mais je pense que ce n'est pas le cœur du problème. Tu te penses sur les questions du salary cap, tu te penses sur la question des oreillettes et sur la question des capteurs de puissance. Et rien qu'avec ça, je pense qu'on aura déjà de beaucoup plus belle course. Donc voilà, pour l'instant, je suis très content de voir que David Lapartien, avec ASO, va pouvoir travailler main dans la main pour tendre vers un plus grand spectacle. Et surtout de voir que c'est que des bonnes idées, et que c'est des idées réfléchies et que des gens y réfléchissent vraiment sérieusement. Donc c'est très bon pour la suite.
On termine ces bonifications avec ta bonification, Polo, évidemment. Tu veux parler de Fabio Aru. Ouais, un peu triste, Fabio Aru. On a appris cette semaine qu'il ne pourrait pas participer au Giro chez lui. Ça fait suite à un début de saison, à une année 2018 un peu catastrophique pour lui. Il a un problème à l'artère iliaque de la jambe gauche. Donc l'artère iliaque de la jambe gauche, je suppose que vous savez tous les deux ce que c'est. Quel est le problème ? C'est la même blessure qu'avait eu Pauline Ferrand-Prévot l'année dernière, il y a 2 ans. Ouais, elle s'est fait opérer récemment. Et du coup, ça nous a donné un Fabio Aru vraiment qui nous a fait des déclarations qui nous s'est un peu froid dans le dos en disant j'avais l'impression d'être mort sur le vélo. Il a dit ça à la Gazzetta dello Sport. Et pour le coup, moi, ça fait quelques mois que je me demandais qu'est-ce qui se passe avec Fabio Aru. On le voyait tout le temps en méforme totale. Lui disait que niveau entraînement, il faisait la même chose, voire plus que les années précédentes. Et il était quand même très très loin de son prime. Moi, Fabio Aru, c'est un coureur qui m'a toujours fait rêver. Son année 2015 est fantastique. Sa victoire en 2017 sur le Tour avec le maillot de champion d'Italie, c'était à la planche des Belles-Filles, je crois. Ouais. Il est fantastique aussi. Ouais. C'est vraiment un très beau coureur dans la lignée d'un Contador, la suite logique d'un Contador, dans la lignée italienne d'un Nibali. C'est un coureur que je prenais énormément de plaisir à voir et j'étais un peu triste de le voir avec cette traîner sa peine comme ça. Et maintenant qu'on a mis un point, qu'on a mis des mots sur ces problèmes, j'espère que ça va s'arranger. Voilà, pour être clair, son problème à l'artère iliaque, c'est ce qu'on appelle une endofibrose. Alors moi j'ai lu, voilà, je n'y connais rien, mais ce qui paraît c'est un rétrécissement de l'artère et donc le sang qui circule moins bien. Donc en fait il pouvait tout simplement plus utiliser ses jambes et apparemment ça provoque des douleurs horribles. Et d'ailleurs le témoignage de Pauline Ferrand-Prévot sur ce problème, sur ces douleurs est prenant. Parce qu'on sent que c'est terrible. Et elle a expliqué après coup que ça allait beaucoup mieux depuis l'opération, que ça s'était très bien passé, donc ça donne aussi de bonnes prédispositions pour Fabio Aru. On imagine que ça va aller mieux une fois que tu seras... Après, on ne sait pas du tout en combien de temps il va revenir. Il a dit qu'il ne serait pas sur le Giro. Peut-être que du coup, on peut le revoir sur le Tour de France. Je ne sais pas en quelle forme on va suivre ça. On va suivre ça. Comment ? Je pense qu'il lui faudra du temps. Je crois qu'on parle de 3-4 mois, alors je ne sais pas s'il peut toucher au vélo pendant ce temps-là. C'est peut-être pas la meilleure des solutions de revenir direct sur le Tour de France. J'ai aucune idée du temps que ça peut prendre. Donc voilà. Écoutez, on a terminé avec les bonifications. On passe au quiz. Le quiz, et donc il y a 4-4 entre mes deux acolytes sur les quiz, mais Robin reste sur 2 victoires triomphantes. Voilà. Ouais. Mais là, pour moi, sur le plan sportif, il se passe des choses, quoi. Arkea et Vital Concept, c'est pas la même chose. Oh, mais t'es un peu Vital Concept là sur le coup. Ouais. Pourquoi il y a égalité. Ouais, il y a égalité, mais la dynamique est du côté d'Arkea. Je me souviens pas d'avoir vu Robin gagner des quiz en 2017 sur les routes du Tour de France. On commence avec 5 qui est, les gars. Donc vas-y, mon Ben, Erwan, vous pouvez y aller pour le premier qui est. Bardel. Dillier. Non, ni l'un ni l'autre. Non. Gauthier. Chorel. Oh, putain, bien joué. Mais je connais cette photo en plus. Je sais. Oh, il est... C'est toi à droite là ? Ouais, c'est moi qui lui tape la main. On peut y aller pour le deuxième qui est. 1-0 pour Robin. Pinot. C'est pas Pinot. Mollard. C'est pas Mollard. Godu. C'est génial parce que c'est Godu. Non, putain. Et oui, c'est Godu. Voilà, c'est Godu sans casque. Vous le découvrez pour certains, peut-être. Voilà pour le troisième qui est. Fignon. Non, ce n'est pas Fignon. Zotmelk. C'est pas Zotmelk. Lemon. C'est pas Lemon. Ino. C'est Ino. On l'a dit en même temps, je crois. Ah, moi, je le dis. Pour moi, ici, c'est avant. La régie va trancher. Je voyais pas. Et moi, j'ai entendu la même chose. Je suis désolé, Polo. Très bien, ça va. Ça a été unanime. Sinon, on l'accorde pas. Bah là, c'est chaud. Ça me dérangerait pas. Il y a eu arbitrage. 3-0 pour toi. Je suis désolé, Paul. 3-0 pour toi. C'est Zotmelk juste derrière, en fait. Ah, quel con. Sur les Champs-Élysées. Guédon. Oui. Jacques Durand. Non, Guédon. Ah, putain. Oui. C'est Frédéric Guédon. Bravo. Merci. Ouais, c'est très rapide. Moi, je suis bête. 4-0. C'est presque qu'on a une naissance, c'est pour ça. Attention. 5e qui est. Barguil. Ouais, Barguil. Et là, il a été donné où en premier? Je pense que c'est chez moi. Ouais, 5-0. 5-0. Paul, la semaine se suit et se sur la suite, les gars, j'ai pas fait d'énumération aujourd'hui, j'ai fait un qui a dit. Donc vous devez me dire qui a dit. Bernard Hinault, il aboyait, mais ne mordait jamais. Cyril Guimard. C'est un directeur sportif aujourd'hui, français.
Bernardo, Ça bien. Ouais, j'en ai Non. Bernardo, j'allais dire. Un autre. Madio. Oh, Madio. Ouais, putain. Madio. Alors, Sévère, hein, sévère. deuxième, qui a dit quand j'étais coureur et que je faisais l'amour, je m'obligeais à penser à Merckx. Ocagna. Oui. Pour me déchaîner. Il avait aussi appelé son chien Merckx ou Eddie, je sais plus, mais je crois que c'était Merckx. Il s'aimait bien, hein. Mais en fait, je Il crois que s'aimait Merckx bien. avait rien contre Ocagna, c'est juste Ocagna qui en pouvait plus de perdre contre Merckx. Qui suis-je pour terminer? Olive. C'est catastrophique, bah voilà. Vous savez de qui je vais parler, donc Oliver je ne vais pas faire Oliver Nassen, je vais faire quelqu'un d'autre. J'ai 24 ans. Je suis aujourd'hui chez la Bahreïn Merida. Mohoric. Ouais. Voilà, ce qui fait donc 5-4 au quiz pour Ça va trop Robin vite. qui gagne le quiz du jour. Bravo Robin, Mais là, belle victoire. il n'y a pas eu photo, ça va beaucoup trop vite. 8-0, je crois. Hein 8-0. Donc ça fait 5-4. Bon, ça va 5-4 que total. ça va qu'au global, Je suis un homme t'es de pas loin. classique. t'as commencé fort, mais on se retrouvera évidemment la semaine prochaine, les gars, pour un nouveau quiz. Programme de la semaine pour terminer, mon Ben, Erwan, vous pouvez y aller avec un programme. Voilà, sympa, J'avais pas vu le Tour de, Tour de Catalogne, moi j'avais vu. Tour de Catalogne jusqu'au 31 mars, donc du coup jusqu'à dimanche. Il va y avoir ensuite 3 courses d'un jour. La Panne, qui avait été gagnée par Viviani l'année dernière, le Grand Prix E3 et Gand Wevelgem. Les gars, vous avez regardé Très une beau course en programme. particulière? Ah bah les trois, hein, là, je vais plus m'attarder sur les classiques belges que sur le Tour de Catalogne, personnellement. Moi, je vais regarder quand même les 2 belles étapes de montagne parce que je suis plus un mec des courses par étapes, moi. Mais, mais non, mais évidemment, j'ai tout regardé. Gand Wevelgem, on se souvient de la course de l'année dernière. Et le 3 pour moi, qui est après le rond des Paris-Roubaix, la plus belle des classiques flandriennes. Parce que c'est souvent plus animé, ça n'arrive pas au sprint et j'aime beaucoup cette course. Donc voilà, merci les gars pour Merci à l'émission toi, du jour. Joseph, hein. Merci, T'as Joseph. été Un excellent. beau focus, un beau débat. Ouais. Et voilà. J'espère qu'on n'est pas les seuls à les avoir trouvés bien. Bah oui, parce que nous, à la limite, on s'en fout. Mais bon, Qu'est-ce le qu'on a plus été important, c'est vous les rouleurs. Peut-être qu'un jour, on se demandera si Julien Philippe peut gagner le Tour de France. Hein, qui sait. Non, Non, jamais de la vie. Je Jamais de la verrai vie. jamais ce genre de débat Paul sur tout seul. Roulette. Non, mais après, franchement, Non. bah moi je dis pas non parce que Tu m'étonnes. en tout cas y réfléchir après, voilà. Mais c'est un débat qui peut s'ouvrir, certains Sûrement. peuvent l'avoir et en de bons arguments. J'ai lu des trucs intéressants là-dessus. Voilà. Bon, on se retrouve la semaine prochaine, les gars. Yes. C'est toujours là. Oui, toujours. Hein. Bon, voilà. Salut les rouleurs. Salut. Merci à vous. Bonne journée, bonne soirée, bonne nuit.